Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir ce matin de partager le micro avec Marc Dano, artiste au service de l'expression des collectifs. Dans un monde où les dirigeants, les équipes, les entreprises sont en quête de sens, Marc fait une proposition qui nous a séduites, créer une œuvre pour s'interroger sur ce qui nous relie, ce qui nous ancre, ce qui nous inspire. Alors c'est une proposition un peu différente des traditionnels ateliers de brainstorming autour des valeurs ou de la raison d'être d'une équipe ou d'une organisation. Marc, tu nous invites à revenir au corps, à revenir à l'intuition, à ce qui nous réunit ou nous réunit par l'art, par la création. Mais j'en dis déjà trop et je vais peut-être te laisser te présenter. Marc, qui es-tu ? Alors moi, je suis Marc Dano, donc artiste plasticien. C'est ma deuxième vie, puisque j'ai été au préalable architecte d'intérieur, spécifiquement dans l'environnement de travail, donc pour les entreprises. Et depuis une dizaine d'années, je travaille comme artiste avec une posture assez singulière, qui est de me mettre au service de l'expression des collectifs, comme tu l'as bien dit. Alors c'est une posture assez singulière, puisqu'on attend beaucoup des artistes aujourd'hui qu'ils projettent leur propre vision. On attend des artistes qu'ils nous délivrent presque comme des oracles de notre monde. Et moi, ma posture d'artiste est bien différente, puisque j'essaye de me mettre au service de la vision de mes commanditaires, qui sont des personnes individuelles, mais qui peuvent être aussi des collectifs, pour que les œuvres qui sont produites soient effectivement l'expression d'une vision qui n'est pas la mienne. Et donc ce travail que je fais, il est donc toujours participatif, sous différentes formes. Donc ça peut être des fresques que je réalise pour les commanditaires, ou aussi des formes de performance collective, d'improvisation, où je vais emmener des groupes. Voilà, en quelques mots, le panorama de ce que je fais. Qu'est-ce qui t'a fait passer, Marc, du métier d'archi, d'intérieur à ce métier d'artiste? Ça a été quoi le pivot ou le déclencheur? Alors le pivot, c'est que donc j'ai commencé à travailler comme architecte d'intérieur de l'environnement de travail dans les années 90, et puis j'ai vraiment été témoin de cette transition vers le digital. Et donc ça a eu un très fort impact sur mon métier, puisque quand j'ai commencé à travailler, une entreprise, une organisation, elle s'incarnait dans l'espace de manière extrêmement visible. Et on savait exactement où on se situait dans l'espace de l'entreprise. On savait si on était en compta, en marketing. Il suffisait juste de voir les installations. Et puis avec la digitalisation, et l'espace de production est passé de l'espace physique à l'espace digital complètement immatériel. Et puis cette tendance s'est aggravée, j'ai envie de dire. Et à un moment, moi, comme architecte d'intérieur qui suis censé créer un espace de production et d'échange et d'interaction, eh bien, il n'y avait plus de matière, en fait. Et il me semblait qu'on ratait quelque chose dans notre vie commune, dans l'espace. Il manquait l'expression, en fait, de l'identité de ce qu'on fait, qu'il fallait rendre visible quelque chose qui disparaissait dans la data, dans les serveurs. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, sur ces murs qui sont vides, est-ce qu'on ne pourrait pas aider les collectifs
les entreprises, les organisations, à représenter tout ce qui s'est invisibilisé. Donc j'ai commencé Mmh. à échanger avec les commanditaires pour leur dire: «Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez partager de ce que vous êtes?» Et donc de là est né forcément de ce questionnement cette dimension participative. C'est pas simplement prendre un brief, mais c'est questionner et puis aller chercher l'assentiment du commanditaire, qu'il se reconnaisse dans cette œuvre. Mmh. Et justement, Marc, quelles ambitions est-ce qu'on peut avoir en tant que, client ou toi tu dis commanditaire, à quoi ça sert finalement, de créer une œuvre, on va poser sur le mur blanc potentiellement? Mais je pense que ça sert à quelque chose d'assez essentiel, alors évidemment qui est peut-être en dehors des enjeux de productivité, d'efficacité, mais quoique, ça en fait partie. Je pense qu'on est de plus en plus désincarnés dans notre monde. Il y a beaucoup de choses qui, manquent de matière et heu, moi, mon sentiment, c'est qu'on les gens, enfin, nous sommes de plus en plus perdus dans ce monde qui va très vite, qui s'accélère, qui se dématérialise et à un moment, on a besoin de se reconnecter à ce qu'on est simplement, des hommes et des femmes, incarnés, dans un corps avec des sens, une perception, avec, au sein d'interactions, humaines, et qu'on a besoin de se reconnaître dans l'espace de travail. Je pense que le principal défaut des espaces avec, des dispositifs comme le flex office par exemple, avec le télétravail en plus, c'est qu'on est un peu perdu. On n'a pas ce point de ralliement, commun où on se sent bien, où on a envie de retourner, et que, créer une œuvre qui reprend, la culture de l'entreprise, une œuvre qui aura été, co-conçue, qui aura reçu un assentiment, et bien ça contribue à constituer un chez nous, voilà, un endroit où on se retrouve, où on se reconnaît, et donc ça participe évidemment de la cohésion, mais ça participe aussi, de, d'un moment d'arrêt sur, les valeurs, sur qui on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, dans ce monde où tout devient tellement invisible et presque mystérieux, ça permet autour d'une œuvre totem, de se rassembler et de se redire qui on est, pourquoi on le fait, pourquoi on fait ce qu'on fait, heu, et dans quel objectif. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est, finalement une ambition, autour du sens, de venir incarner le pourquoi est-ce qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc une manière aussi peut-être, d'incarner, différemment la raison d'être, les valeurs, la mission de l'entreprise, en sous une forme, assez atypique? Complètement. Et alors là, tu soulignes un point important et que moi j'ai vraiment découvert quand je pose à mes clients la question de: «Qu'est-ce que vous voulez représenter?» et je vais essayer de poser la question pour qu'ils ne répondent pas avant tout avec des idées, mais avec une grande réflexion, mais plutôt avec des métaphores, avec des images. En fait, ça permet de questionner le réel autrement. Et ça, c'est intéressant, et notamment dans les performances collectives où on va manipuler des formes, assez simples, assez basiques. En fait, on se rend compte que, se poser la question de la représentation, c'est aller, au bout du sens, en fait. On a tellement l'habitude de manipuler des éléments de langage qui sont, souvent un peu les mêmes, on se réfugie, un peu toujours derrière les mêmes mots. On sait vaguement ce que ça veut dire, mais quand il s'agit de donner une forme, quand il faut se poser la question, «Bon, OK, on va faire une œuvre ensemble»,
que ce soit voilà une œuvre que je fais par mon truchement ou par une œuvre collective. Quand il faut se poser la question, c'est la forme de quoi? Eh ben, on est obligé d'aller, de faire appel à d'autres sources, à un autre rapport au monde. Qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que ça mobilise chez moi? Quelle énergie ça mobilise? Quelle expérience concrète, ça se raccorde et comment je peux lui donner forme? Et il y a cette, dimension de réflexivité, dans la création artistique qui, je pense, est extrêmement intéressante aujourd'hui pour, les entreprises et pour les collectifs qui, encore une fois, sont toujours un peu, prisonniers d'éléments de langage, de de réponses un peu automatiques parce que, bah, il faut aller vite et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup et je crois qu'on parle trop et passer par une œuvre, la question d'une représentation, formelle et bien ça ouvre le champ, de signification peut-être, différemment et je pense que c'est précieux aujourd'hui parce que, bah, de fait, ça implique, l'intuition, ça implique, les émotions, ça implique, les interactions entre nous, et je trouve que c'est une démarche, très intéressante. Mmh mh. Mmh. Et quand on pense à créer une œuvre, tu sais, on a peut-être un peu tous, l'image, de l'artiste, qui travaille dessus pendant des mois, qui revient et cetera. Là, on est dans un cadre complètement différent puisqu'on est dans celui de l'entreprise. Tu l'as dit avec une temporalité aussi différente. Est-ce que tu peux peut-être concrètement nous dire, Hem, pour que les personnes qui nous écoutent puissent se projeter et comprendre, tu vois, très de manière très factuelle, comment est-ce que toi tu t'y prends, pour créer ces œuvres collectives? Alors, je sais pas à combien de temps, ça prend de créer une œuvre, quel est un peu le processus, voilà, sans nommer toute ta sauce secrète, évidemment, mais, dans quoi est-ce qu'on s'embarque quand on travaille avec toi? Alors quand on s'embarque avec moi, c'est en fait très simple, et très rapide. Moi voilà, depuis le début, je voulais m'adresser aux entre en quand on s'embarque avec moi, c'est assez simple. Depuis le début, je veux travailler avec les entreprises et donc je suis obligé de tenir compte, de la contrainte temps. Il est évident que les entreprises ne peuvent pas consacrer des journées entières à une activité artistique, même si elle est extrêmement, bénéfique pour elles. Donc en fait, il va y avoir grosso modo 3 temps. Il y a un premier temps, qui est très important, puisque on va échanger avec, les futurs participants. Enfin, après une rand un rendez-vous de cadrage, on va, échanger avec les participants sur ce qu'ils veulent représenter. Sur cette base-là, il y a un deuxième temps qui est un temps de travail de mon côté où je vais, à partir du contenu qu'on m'aura donné, imaginer, faire un prototypage, des outils qu'on va utiliser, des consignes qui vont être, mises en place. Et puis, une fois que j'ai ce temps de préparation, qui est abouti, à ce moment-là, on peut, pendant, le temps qui m'est imparti et en général, c'est entre 3 et 5 heures, 5-6 heures, créer une œuvre. Donc c'est en fait assez rapide. Il y a un gros temps de travail de préparation de mon côté, mais ça n'a pas d'incidence sur la vie d'entreprise. Donc un premier temps, qui dure 1 heure, 1 à 2 heures où on va discuter et puis l'action, et la création proprement dite, qui dure entre, 3 et 5 heures. Le temps est une dimension importante, donc je me conforme, aux contraintes des entreprises, mais c'est vrai que ce dont je me suis rendu compte, c'est que, nous ne sommes pas des machines et que, les participants, heu, ont besoin de temps pour changer de logiciel, on va dire, pour, vraiment vivre cette expérience.
l'expérience est tout à fait valable en 3 heures, mais effectivement, plus on va donner du temps, plus les participants vont se prendre au jeu, rentrer dans cette autre façon de s'exprimer, dans cette autre façon de partager leur réalité avec leurs collègues, avec leurs partenaires. Mais le temps est effectivement une donnée importante. Tu as un exemple, de projet, que tu as mené, et après peut-être qu'on pourra aussi nous-mêmes, témoigner de ce qu'on a vécu avec toi, pour le 6B? Un projet là qui t'a marqué, C'est mieux? Ça va. Alors ma question est la suivante. Marc, est-ce que tu as un projet à nous partager, qui pourrait illustrer ce que tu viens de dire? Et même qu'on pourrait même nous-mêmes, témoigner de ce qu'on a vécu avec le 6B puisque tu as participé à l'inauguration, à la création de l'œuvre collective, au 6B, mais est-ce que toi, il y a un projet spécifique que tu as envie de nous partager pour illustrer ce que tu décris comme process? Ah oui, je peux tout à fait vous parler d'un projet qui est, alors ils sont tous différents, mais celui-ci, il est intéressant parce que j'ai un recul suffisant puisque c'était il y a 5 ans maintenant, hem et je les ai recroisés par la suite. Alors c'est une entreprise qui, voulait, célébrer ses 10 ans d'existence. Donc ça s'est passé comme je vous l'ai dit, il y a eu une première rencontre où je leur ai fait, partager, donc c'est quoi, votre métier? Qu'est-ce que vous avez envie que l'œuvre raconte? Donc il y avait une quinzaine de participants, c'est une petite entreprise et puis, le jour même, sur un mur, donc d'une salle de réunion, l'œuvre s'est déployée heu, pendant 6 heures, voilà. Hem, Ce qui était intéressant, c'est que, le jour même, le fondateur de l'entreprise m'a dit, «Cette œuvre nous ressemble». Je l'ai recroisé quelque temps après et il m'a dit: «En fait, les gens qui travaillent avec nous, nos fournisseurs, heu, toutes les parties prenantes de notre activité, nous disent: "Ben, en fait, cette œuvre vous ressemble"». Et je les ai croisés encore, il y a plusieurs années après en disant, «Tu sais qu'en fait cette œuvre, elle fait vraiment partie de notre culture de l'entreprise». Au point que les collaborateurs qui sont arrivés après, qu'on a embauchés après la réalisation de cette œuvre, y sont encore énormément attachés. Et donc là, c'est un point que j'avais pas évoqué, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater aussi sur d'autres projets, c'est que, ça fait vraiment partie de la culture, c'est-à-dire que cette œuvre, c'est pas juste des formes et des couleurs. Elle a un contenu extrêmement fort, qui est puissant, effectivement, qui ne se, dévoile pas de manière, évidente. Voilà, comme le serait, la phrase, enfin voilà, un slogan, quelconque. Il y a quelque chose qui dit, hem, une vérité de l'entreprise et bah, ça porte du fruit dans le temps. Donc ça, c'est important. Et le jour même, parce que là, je suis allé sur les bénéfices dans le temps, qui passent, mais effectivement, le jour même, j'ai pu, voilà, là comme ailleurs, constater que, aborder la question de la représentation parce qu'elle est abstraite, ça questionne. En fait, il fallait, sur l'œuvre, identifier les différents pôles d'activité, de l'entreprise. Eh bien, ils se sont questionnés effectivement sur ces pôles d'activité, comment on les représente? Pourquoi telle forme? Pourquoi à tel endroit? Quel est le rapport de contraste, de proportion entre ces différents pôles? Ça permet de nourrir la réflexion, faire de revenir sur l'expérience, de la questionner, de la rendre vivante. Enfin, il y a quelque chose de très, enrichissant en fait, dans cette approche-là. Voilà. Mmh. Et
Après, ce qui se constate sur chaque action, c'est que peindre, créer, c'est joyeux, ça fait du bien. Et les collaborateurs m'ont dit des années après, voilà, ce souvenir reste très vivant des années après. Le souvenir de cette journée, parce que effectivement, ça se connecte à des choses dont on a besoin. Le fait de créer des choses tangibles, le fait de manipuler des couleurs dans un monde qui est si gris, de bouger avec son corps, tout ça, c'est des choses qui font du bien. Il y a un côté très réparateur, très régénérateur dans la création. Voilà. Donc là, j'ai évoqué un peu dans le désordre plein de choses qui sont des marqueurs de la création artistique participative, mais on pourra en dire plein d'autres. Mmh. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que, pardon, mais nous aussi, on peut en témoigner puisque, donc, comme je le disais un peu dans ma question, nous, on a fait l'exercice ensemble à l'inauguration du 6B, de créer cette œuvre. Alors, ce serait assez facile de dire qu'une œuvre est un peu à l'image de l'entreprise. Il y a un cadre, il y a des règles, et puis à l'intérieur de ça, on peut faire une grande liberté, une autonomie de créativité, etc. Mais moi, il y a 3 choses que je retiens de l'expérience qu'on a vécue. Hem, 1, ça crée du lien, ça permet d'exprimer, et de partager un sens commun, et puis ça fait du bien, ça fait du beau. Et moi, ce qu'on a vu, parce que nous, on avait fait des séances, je ne sais pas si tu te souviens, Marc, mais on avait fait 3 séances de 45 minutes avec 3 groupes différents. Un premier qui a démarré et puis après les groupes se sont suivis. Moi, j'ai vu les gens rentrer dans la salle la première fois, parce que moi, je suis pas rentré au premier tour, rentrer un peu léger avec le sourire en disant: «Bah, c'est chouette, on va aller griffonner quelque chose». Ils sont ressortis avec un espèce de sérieux, pas de gravité, mais du sérieux dans ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois, concernés, concentrés, et aussi beaucoup de fierté. C'est-à-dire qu'ils venaient de contribuer à quelque chose et de mettre une pierre à l'édifice. Hem, la 2e chose, c'est pendant la création, on était vraiment dans la métaphore du et pas du ou. C'est-à-dire qu'on construit sur la base de ce qui a déjà été construit, donc on ne déconstruit pas. Et moi, j'ai trouvé ça aussi très chouette. Et puis, le 3e effet qu'on a pu observer, c'est et on en parle et on en reparle. Et il y a et cette œuvre fait parler, puisque quand les gens viennent visiter le 6B, souvent nous posent la question de: «Qu'est-ce que c'est?» Et donc on a l'histoire d'eux. Et puis ceux qui ont participé à la création reviennent et nous disent: «Alors, elle devient quoi? Elle est où? Qu'est-ce qu'en disent les autres?» et cetera, et cetera. Donc c'est comme, dans la temporalité, il y a eu un nouveau chapitre qui s'est créé et presque un quelque chose d'assez parallèle. Donc il y a l'histoire de l'œuvre continue de suivre l'histoire du 6B. Oui, oui, merci pour ce retour. Effectivement, il y a quelque chose de tu parles du sérieux de cette activité. Effectivement, notre monde est très mal à l'aise avec l'art, avec l'expression artistique. Plus personne se sent légitime. C'est vrai que c'est un travail que je fais dès le départ. Je pose un cadre dès le départ, en accueillant les personnes et en leur disant que elles sont légitimes à intervenir dans cette création qui n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas rien, même si on va faire des gestes très simples, des traits, des lignes, des formes peut-être très spontanées, ce n'est pas rien. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pas besoin de dire 2 fois que les personnes sont légitimes et que c'est important ce qui va se faire, qu'il y a comme une attente, une reconnaissance intérieure. On a tous été des enfants, on a tous dessiné, dansé, chanté de manière très spontanée et ça faisait vraiment partie de notre construction. Et maintenant que je m'adresse à des adultes, quand je dis: «Bah oui, mais vous avez le droit, vous êtes légitime, avec moi, je vous accompagne», eh bien, il y a cette espèce d'adhésion immédiate. Et ça, c'est assez dingue parce que je suis intervenu dans plein de contextes différents, que ce soit des usines,
des gens des réfugiés, des gens qui parlaient pas forcément français, d'autres cultures, des gens très intellectuels, des gens qui ont plus l'habitude d'être manuels. Eh bien, il y a cette adhésion universelle à cette proposition de s'exprimer, à travers des formes et des couleurs, et c'est pris vraiment au sérieux. C'est vrai, c'est très touchant. Et il y a à chaque fois une énergie qui est incroyable. Mes clients, souvent les commanditaires, enfin qui organisent le projet, sont souvent très inquiets de: «Mais on va pas réussir à les intéresser, ça va se disperser», et cetera. Et en fait, à chaque fois, c'est assez dingue de voir que qui que ce soit, en fait, tout le monde est extrêmement présent, extrêmement attentif, et on perd personne. Tout le monde va jusqu'au bout, et que même il y a une énergie qu'il faut, qu'il faut arriver à canaliser, et ça, c'est assez merveilleux. Et ce que tu dis, oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais la cohésion, ouais, ouais, c'est un truc, assez marquant. Et cette cohésion, elle vient, je pense, de 2 choses. C'est qu'on fait un truc ensemble, de tangible. Donc ça, c'est important, parce qu'il y a pas grand-chose de tangible dans notre monde, encore une fois, et dans les entreprises, en plus, tout est très siloté, et on a du mal vraiment à coopérer. Et en fait, on coopère vraiment. Et ça, c'est quelque chose de précieux. On coopère parce qu'en fait, on est pareil. Et moi, je mets souvent en complémentarité la coopération et la compétition. Parce que, qu'on le veuille, ou non, en fait, la compétence, génère pas mal de compétition. Et ici, dans le domaine, enfin, dans le contexte des créations, artistiques, comme en fait, il n'est pas question de technique, de savoir-faire, de virtuosité, tout le monde est un peu sur le même plan, et on se rend compte que on a les mêmes ressources. On a la même perception du réel. On sait reconnaître, la signification profonde des formes, de leur agressivité, ou de leur douceur, ou de la puissance de la signification des couleurs. En fait, on réagit aux mêmes choses, on est pareil. Et ça, c'est quelque chose qui participe de la cohésion, parce qu'en fait, on est pareil, on est de la même étoffe, on est de la même humanité, et donc ça crée un lien intime, très fort. J'ai différents, sujets, donc des fois, j'avais fait un diagnostic partagé d'un projet avec une équipe, donc qui revenait sur, le projet qui était terminé, et c'était voilà, faire une espèce d'œuvre qui restitue, le projet, comment ça s'était passé, comment on l'avait vécu. Et ce qui était, dans le débriefing final, ce qui était intéressant, c'était d'abord, encore une fois, c'est que, les participants ont eu l'impression d'avoir exprimé leur retour sur le projet différemment que s'ils l'avaient fait que par des mots. Et d'autre part, il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime qui s'était créé entre eux, parce que, ça s'enracinait dans des choses très fortes qui étaient, les émotions, le ressenti, et qu'il y a un lien supplémentaire qui s'est fait, autour de ce projet, donc dans un contexte complètement professionnel, heu, peut-être différent, que ce qui se produit quand on fait simplement des post-it, et puis, des tableaux, plus et moins, d'un diagnostic partagé. Mmh. Ouais, c'est un vrai langage commun, sans avoir besoin de réellement parler, même si, je crois que tu me disais que, vous pouviez quand même échanger, et les mots sont posés après coup? Alors, les mots sont posés, après coup, mais même pendant. C'est-à-dire que, en fait, les mots ne sont pas, générateurs de la création, mais ils viennent la commenter. Donc en fait, on crée quelque chose. Je vais donner une consigne, 3 possibilités. La personne sait exactement comment elle va le traduire, cette consigne, par un geste. Deuxième possibilité, la personne a plein d'idées de la façon de traduire, donc il va falloir en choisir une. Troisième possibilité, la personne est face à une espèce de vide intérieur. Peu importe, les 3 possibilités fonctionnent et sont légitimes.
et quelque chose est généré sur l'œuvre. Et à ce moment-là, on se recule tous ensemble et je vais poser la question, qu'est-ce qu'on voit? Et à ce moment-là, on met des mots sur ce qui est vu, mais ce ne sont pas les mots qui vont générer l'œuvre. Et on va, comme ça, d'étape en étape, agir, faire agréger les formes sur l'œuvre, se reculer, voir qu'est-ce qu'on voit. Et des fois, on voit rien. Des fois, il y a une espèce de chaos originel qui est aussi intéressant. Et on avance, on fait des choix, on se recule, on regarde, on en commente. Et il y a ce côté très... de là vient ce côté très réflexif et très nourrissant, en fait, pour l'intelligence. Mais ce ne sont pas les mots, jamais, enfin, c'est ce que j'essaye de mettre en place, hein, que les mots ne soient pas encore cette espèce de discours très bavard avec les éléments de langage et des choses comme ça. D'ailleurs, curieusement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les personnes qui sont très à l'aise avec les langages, certaines, pas toutes, hein, mais c'est assez marquant de voir que des personnes très bavardes, qui sont à l'aise avec les commentaires, sont aussi les moins actives sur l'œuvre. C'est qu'elle dit, il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça, mais est-ce que ci ou ça? Et je dis, mais arrête de parler. Vas-y, fais. Donc il y a ce rapport au langage qui est effectivement différent. La hiérarchie n'est pas la même. Mmh. Super, merci beaucoup, j'espère, mais je crois que, ça nous illustre bien, et que ça nous permet de nous projeter un peu concrètement, dans ton univers, Marc, qui est vraiment précieux et c'est moi, je le vois vraiment comme un nouveau langage, utile pour notre temps, pour, revenir à quelque chose de plus incarné, tu l'as dit, pour se réapproprier le réel d'une manière, vraiment en faisant un pas de côté qui est un pas de côté auquel on pense pas forcément et qui, pour le coup, apporte énormément. Donc j'espère que ça résonnera et que ça donnera envie, peut-être, à d'autres de se lancer dans l'aventure et de tester avec toi. Je sais pas si Bah, tu as un dernier mot que tu as ce que envie j'ai envie de dire, de c'est poser que là cette pour dimension conclure, artistique, elle fait partie cet de nous. épisode ensemble? Et on en a besoin. Et ce que j'ai envie de dire, c'est notre époque, curieusement, curieusement, voilà, nous dépossède de beaucoup de nos prérogatives. En plus, il y a l'IA qui arrive là, où on peut générer des images magnifiques avec des mots, justement. On en reparle où les mots sont premiers, hein. Mais on a cette capacité et cette responsabilité aussi d'être nous-mêmes les créateurs de notre monde, de nos vies, et que la dimension artistique nous permet de transformer le monde avec une poésie dont on a besoin. Beaucoup pour ce temps ensemble. Merci. Mmh. Merci beaucoup pour ce temps ensemble. Merci Marc. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!